bonjour. Ça fait un petit moment que vous n'êtes pas venu. Ça fait quelques temps, effectivement. Mais c'est qu'il n'y avait plus de Covid. Oui, il n'y a plus de Covid, oui, on était en fin de mesure. Bon, on a eu quelques petits bouts qui sont restés avec quelques entraves, notamment le pass sanitaire, mais effectivement, on a eu la possibilité de travailler dans la foulée du dernier couvre-feu de début d'année. Donc c'était une année qu'on espérait une année de reprise, mais qui a été une année quand même extrêmement complexe pour tous les professionnels, puisque divers problèmes se sont grévés les uns derrière les autres. Alors justement, si on les prend dans l'ordre, ces problèmes, je pense que celui qu'on a le plus en tête et qui doit là vous toucher de près, c'est l'inflation. Oui. Faire les courses, c'est forcément beaucoup plus cher qu'avant pour les particuliers, donc j'imagine que pour les restaurateurs aussi. Oui, c'est le cas. Alors effectivement, on a eu plusieurs rencontres avec la préfecture, notamment pour voir comment limiter cet impact direct. On nous explique que l'inflation a été lissée sur un taux entre 5 à 6%, qui serait équivalent à ce qui est fait en métropole, mais c'est une inflation qui est lissée. Or, il y a quand même certains types de marchandises qui ont explosé en termes tarifaires, sur des augmentations qui sont très largement supérieures à 20, voire 30%, voire plus. Par exemple ? Tout ce qui est sur la restauration rapide particulièrement est impacté, les produits de première consommation comme l'huile, les frites, les merguez, etc., etc. Donc ce sont des produits qui ont subi une très très forte hausse et qui ne permettent pas une répercussion totale de l'augmentation sur le prix vendu au client. Et il arrive un moment aussi, vous ne pouvez pas expliquer à votre client, enfin le calcul de courte durée et immédiat, c'est de dire ça augmente en magasin, on augmente les prix. Oui, mais ça, c'est un calcul qui mène à rien et qui, de toute façon, a ses limites. Il arrive à un stade où, quand vous expliquerez aux gens que vous êtes obligé de vendre 12 € un sandwich, ils ne le comprendront plus. Et pourtant, si vous ne le vendez pas 12 €, vous ne gagnerez plus d'argent. Donc ça aura du sens de l'expliquer, mais le client ne voudra pas l'entendre. Et bien évidemment, il ne l'achètera plus. Donc il arrive à un stade où l'augmentation n'est plus tenable. Autre problème pour les restaurateurs, l'insécurité, notamment le soir, qui fait que beaucoup d'établissements dans certaines zones n'ont plus qu'un chiffre d'affaires le midi. C'est assez juste, oui. Alors on a eu une année qui est assez noire à ce sujet-là, effectivement. Hein. Il y a eu plusieurs confrères déjà qui ont subi des agressions ou des intrusions dans leur propre établissement. Donc ça, c'est extrêmement négatif, effectivement. Donc on a déjà une grosse pensée pour ceux qui ont subi ça directement. Plus largement, la globalité de Mayotte connaît ce problème-là, qui est cyclique et qui est maintenant moins que cyclique, plutôt on dira permanent, quasi permanent, avec des zones de quasi non-droit très marquées et qui ont tendance à tourner en fonction des agissements des services de l'État. Hein. Il peut y avoir des décasages, des choses qui vont pacifier, entre guillemets, certaines zones sur une durée X, et ensuite on voit bien que ça va se déplacer dans un village, un autre village, en fonction des événements ou des circonstances. Il est bien évident que les restaurateurs le soir ont de grosses difficultés à travailler, les gens ayant beaucoup de mal à se déplacer et voire peur de se déplacer, ce qui est assez légitime. Hein. Donc ils ont tendance à rentrer chez eux et à fermer les portes et terminer. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec une fréquentation moindre depuis plusieurs mois, très marquée. Alors là aussi, nous, on cherche des solutions et on rencontre les services de l'État et tous les services qui peuvent nous recevoir pour échanger sur ce sujet-là. Bien évidemment, la situation, on voit que l'État s'emploie à essayer de redresser la barre à ce sujet-là. C'est pour l'instant insuffisant, mais on voit bien qu'il y a quand même des efforts. Déjà, dans un premier temps, on soutient aux professionnels. Ce qu'on demande, c'est qu'effectivement, si nous sommes sur un territoire où nous sommes en incapacité de travailler à 100%, il n'est pas légitime qu'on nous demande de payer à 100% les taxes et les charges qui incombent à nos professions, à commencer par la CFE, les impôts divers et variés, et on souhaite effectivement obtenir des dégrèvements marqués pour nous accompagner, parce qu'on peut effectivement pas vous dire voilà la feuille d'impôt, payez-la et faire comme si tout va bien. Et qu'est-ce qui vous dit quand vous tenez ce langage au service de l'État, c'est quoi le retour qu'ils vous font? Alors on a une ouverture avec tous les bureaux ici, on est quand même relativement reçu rapidement et entendu. Alors effectivement, on nous oppose en ce moment qu'il ne peut pas y avoir non plus systématiquement des solutions de circonstances exceptionnelles, puisqu'il y a quand même des systèmes qui sont en place. Mais néanmoins, il y a quand même des leviers de travail qui devraient permettre peut-être d'aboutir à quelques solutions, notamment sur le sujet de l'eau, hein, c'est un sujet qu'on va certainement évoquer aussi, effectivement pour nous. Et donc, on essaye de travailler sur la longue durée avec les services de l'État,
Ça nous paraît, la demande n'est pas farfelue, hein, elle ne me semble pas exagérée. Non. Si vous me dites, voilà, vous pouvez travailler, faites ce que vous avez à faire, voilà la feuille, il faut payer. Bon, jusque-là, pas de problème. Mais à partir du moment où vous ne pouvez pas travailler, comment vous pouvez me demander de payer en contrepartie? Ça n'est pas cohérent. Moi, je peux accepter en tant que contribuable et citoyen la situation et dire, OK, je vois les efforts de l'État, je vois ce qui est tenté d'être fait, ça va prendre du temps, c'est compliqué, c'est dur, on passe une période pas facile, on accepte, on subit même cette situation, toute la population subit cette situation. Oui. Donc, en contrepartie, pendant ce laps de temps-là, qui sera plus ou moins long, eh bien, effectivement, on va réduire la voilure en termes de charges et ne pas taper sur les entreprises plein gaz. Hein, c'est pas possible. Alors, autre sujet qui doit pénaliser les établissements de restauration et les hôteliers, c'est les coupures d'eau. Oui. On est à 2 coupures d'eau par semaine. Il ne pleut pas, donc probablement que la semaine prochaine, ou en tout cas avant la fin de l'année, une 3e coupure hebdomadaire sera décidée. Comment on fait, Charles-Henri Mandalas, pour tenir un restaurant, servir des plats, nettoyer des assiettes, se laver les mains, bref, avoir un peu d'hygiène dans la cuisine et en salle quand on n'a pas d'eau? Ben, on en vient à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors sur l'histoire des tours d'eau, effectivement, les bruits courent en ce moment qu'il y aurait peut-être la mise en place d'un 3e tour d'eau, puisque les prévisions de pluie sont relativement mauvaises, voire catastrophiques. Espérons que de ce point de vue-là, la météo nous fasse grâce de pluie providentielle, parce que sinon on va être effectivement dans un problème très très complexe. Concernant les ERP, donc les établissements recevant du public comme nous, les données du problème sont très claires, la réglementation est assez claire, pas de point d'eau, pas de travail. Donc c'est assez simple. Ce qui sous-entend que si on vous coupe l'eau, vous êtes censé fermer votre établissement. Il en va de même pour les établissements d'accueil comme les collèges, les lycées, etc. Je veux dire, ça pose des problèmes à tout point de vue. Partant de là, qui paye? Là aussi, on peut se poser la question. Les professionnels n'ont pas demandé à fermer leur établissement, il n'y a pas d'eau, on leur demande de fermer l'établissement. Qui les rembourse? Pour l'instant, personne n'indemnise personne. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que quand il y a des coupures d'eau, les restaurants ferment? Alors techniquement parlant, c'est ce qui doit se passer d'après la réglementation. Et c'est ce qui se passe. Alors après, il ne se passe pas ça systématiquement chez tout le monde, ça faut quand même être parfaitement clair. Alors c'est là justement la problématique qui se pose et où on cherche un système palliatif avec les services de l'État. C'est cette idée de dire, là aussi, on ne peut pas imposer une réglementation à 100% si en contrepartie, on ne donne pas le service à 100%. Je veux dire, à un moment, il faut quand même être cohérent. Vous me fournissez un service sans rupture, à ce moment-là, oui, on applique la réglementation, on paye et tout va bien. Et tout le monde sera content. Hein. Donc là-dessus, aucun problème. Mais à partir du moment où vous ne pouvez pas, les gens qui ont déjà subi plus de 2 ans de Covid, où les établissements de restauration, hôtellerie, discothèques ont été quand même à genoux, hein, parce que ça n'a pas été quand même une période florissante, hein, quoi qu'en dise qui en veut. C'est une période qui a été très très difficile à passer, où nos trésoreries ont été impactées, où les activités ont été directement touchées. Donc ce qui aurait dû être une année de relance n'est pas forcément nécessairement à plein. On est en incapacité de supporter encore des fermetures de ce type-là. Donc effectivement, on ne peut pas non plus laisser faire n'importe quoi et dire aux gens, bah, écoutez, ouvrez, mettez des seaux de 10 litres et débrouillez-vous. On est quand même dans une profession où effectivement il y a un impact sanitaire extrêmement potentiellement grave, donc il s'agit d'une problématique de santé publique possible, avec la possibilité d'intoxiquer quelqu'un. Donc évidemment qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'il y ait quand même une surveillance et quelque chose qui soit contrôlé. Ceci étant, si vous dites sans arrêt aux gens, bah, vous fermez parce que ça, les gens vont forcément à un moment chercher des systèmes B pour essayer quand même de subsister, faire tourner leur entreprise. Et ça risque d'entraîner aussi potentiellement des situations qui ne sont pas forcément très bonnes. Donc on cherche à éventuellement avoir un système qui nous permettrait d'avoir une sorte de réservoir tampon, on dira, sur nos activités sur 24 heures, contrôlé sanitairement évidemment, avec un montage possible, mais qui permettent aux entreprises, au moins les entreprises déclarées, celles qui font les efforts effectivement d'être dans les règles, de pouvoir éventuellement continuer leurs activités. Ouais. Alors, vous parliez de salubrité, de risques sanitaires. On ne peut pas ne pas parler de la fermeture administrative du petit restaurant de l'aéroport. Le contrôle sanitaire qui a été fait a fait état de défaillances forte en matière de qualité alimentaire et aussi d'hygiène. Ces opérations, elles ont lieu maintenant de plus en plus régulièrement. Comment l'UMI se positionne par rapport à ces contrôles? Aucun problème avec ça. Il y a une réglementation, elle est claire.
Alors effectivement, il y a des problématiques pour l'assumer en totalité, comme on vient de le dire. Je veux dire, si vous n'avez pas de point d'eau, c'est quand même difficile de travailler. Donc voilà, donc il faut au moins trouver une compensation pour les professionnels. Après, pour le reste, les contrôles sont effectivement maintenant réguliers. Ils sont menés par les services de l'État en conformité avec les textes, il n'y a aucun problème là-dessus. Le syndicat, de toute façon, a une position qui est très très claire. L'UMIH, c'est de respecter la réglementation et on engage effectivement nos confrères à la respecter et à se mettre aux normes le plus vite possible. En tout cas, à venir nous consulter si jamais ils ont des questions, on est là pour ça. Hein. Que les gens d'ailleurs soient au syndicat ou pas, hein, on n'est pas spécifiquement fermé sur le groupe syndiqué. Si les gens ont des questions dans notre profession et que dans un premier temps ils ne souhaitent pas nécessairement adhérer, mais qu'ils ont une problématique réglementaire à nous demander, ils peuvent faire appel à nous, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, on se doute bien que les services de l'État font leur travail et c'est bien légitime. En général, le professionnel, s'il reçoit une visite des services de l'État, peut avoir quelques points de détail à corriger suite à la visite. C'est quand même extrêmement rare qu'on soit à 100%. Je veux dire, ça rentre tellement dans le détail qu'il faut quand même aussi être clair. C'est quasi impossible d'être à 100%. Mais entre 100 et 0, il y a quand même un curseur à placer au bon endroit. D'accord ? Là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Et il est évident que la première visite que vous avez des agents de contrôle sont une visite qui est plutôt à sens pédagogique, explicative, accompagnatrice, qui permet de mettre le doigt sur des points à corriger. Alors s'ils sont graves, il faut les corriger effectivement très très vite. Si c'est des points légers, on va vous dire essayez d'améliorer ça, comme ça, comme ça. Et après, vous avez quand même une capacité d'échange. Voilà. Alors après, c'est comme tout avec les services de l'État, quand on vous signale quelque chose, il faut le faire. Voilà. Il faut quand même en prendre compte et pas dire bon voilà ils sont passés, hop c'est terminé. Ben non, évidemment non. Ben non, ça se passe pas comme ça. Évidemment qu'il faut suivre les directives. Comment se présentent les fêtes de fin d'année pour les entreprises de restauration et les hôtels? Parce que quand on a préparé cette émission, je vous ai posé cette question et vous m'avez dit un certain nombre de choses qui m'ont beaucoup surprise en réalité. Ben, sur cette période-là, on a effectivement beaucoup de confrères, moi le premier, qui ferment. On écoule, nous, les congés payés. Pas spécialement parce que, déjà c'est un choix, il faut bien écouler aussi les congés payés pour aussi, beaucoup d'entre nous quand même. Ça existe, donc il faut les passer. Donc certains d'entre nous travaillent en congé en rotation, donc ils sont ouverts toute l'année. Pas le cas de tout le monde. Certains préfèrent passer tout le monde en congé sur des fermetures annuelles. C'est mon cas personnellement et de beaucoup d'autres. C'est une période, Noël, Nouvel An ici à Mayotte, au même titre que fin juillet, début août. On a deux cycles de périodes relativement creuses, voire même très creuses, qui sont la période du 20 décembre au 10 janvier à peu près, et du 20 juillet au 10 août. C'est assez simple à expliquer, hein, c'est les périodes de grandes vacances. Les gens partent de l'île globalement de façon assez intensive. Soit l'été, vous avez aussi les mutations avec les profs, tout le monde, tout le personnel administratif qui quitte, et les nouveaux qui arrivent en début août. Donc il y a toujours ce creux avec cette grosse vague de départ. Et sur l'hiver, sur Noël, Nouvel An, les gens partent fêter ou à Noël ou en métropole ou à La Réunion ou ailleurs, et encore peut-être plus cette année, vu les privations qu'il y a eu pendant les 2 années Covid avec les restrictions d'aériens et compagnie. Donc c'est une période creuse. Comment vous voyez l'année 2023 pour votre profession ? Dur de répondre, ouais, c'est une question. C'est une très belle réponse. Oui, c'est une réponse, oui, bah, j'avoue que je suis assez dubitatif. Aujourd'hui, ne serait-ce que pour les approvisionnements, quand on me demande, ça a été le cas, là, on vient de me demander un devis pour une grosse prestation au mois de mars avec un détail complet. J'ai répondu au client que j'étais incapable de lui mettre le détail complet puisque j'étais incapable de savoir déjà ce qu'il y aurait dans les magasins d'ici 15 jours. Donc ça m'est difficile d'y penser d'ici 3 mois. La période d'inflation visiblement n'est pas terminée. Ça, c'est une énorme source d'inquiétude. Il va quand même falloir limiter les prix de toute façon parce qu'on va à la catastrophe. Enfin, il arrive à un stade où effectivement c'est plus tenable. Donc ça, c'est évident, c'est une grosse source d'inquiétude. Après,
La pacification de l'île avec le travail des services de l'État, on espère qu'elle va encore s'intensifier et permettre d'amener quelque chose de pérenne, et non pas quelque chose qui soit comme d'habitude, gros événement négatif, envoi d'un escadron, voire 2 escadrons, qui tourne pendant un mois ou 2, qui fait un travail assez costaud, qui s'en va, et hop, on voit revenir de nouveau l'insécurité assez rapidement. Donc non, il faut que ça soit maintenant pérenne, et que les Mahoraises et les Mahorais puissent aller et venir à convenance. C'est quand même bien un des fondements de notre République, d'aller venir à convenance sans se sentir oppressé ou agressé. Ça serait quand même pas mal. Oui, il y a du boulot, mais bon, on espère qu'on va y arriver. Après, le Covid semble derrière nous, on va toucher un peu de bois. Les nouvelles de Chine ne sont pas terribles. Oui, mais je pense que nous, on a peut-être passé le cap de cette idée de fermeture à tout va, parce qu'on a vu qu'avec le recul, ça n'avait finalement pas mené à grand-chose, si ce n'est que faire péricliter l'économie. Maintenant, on prend une inflation qui est féroce et qui met encore en danger l'économie, des problèmes d'énergie particulièrement marqués en métropole, avec des coûts de l'énergie qui explosent. On va être plus préoccupé à être au chevet des entreprises que de continuer à les enfoncer. Donc je pense qu'on va nous laisser travailler, quelle que soit la situation Covid. Mais la situation mahoraise dans son ensemble fait que c'est quand même extrêmement difficile de développer le territoire en ce moment de façon pérenne, stable, fiable, et d'avoir une visibilité à moyen terme. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Pas très optimiste quand même. On va quand même s'accrocher, on fera au mieux de toute façon. On continue tous, de toute façon. Exactement. Les années passent, on est toujours là, donc c'est qu'on y croit quand même. C'est ça. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. De même. Et puis à bientôt. À bientôt, merci. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.